Bienvenue dans le débat. Il est consacré au narcotrafic. Une semaine après la mort à Marseille de Mehdi Kessassi, le petit frère du militant écologiste qui lutte contre le narcobanditisme, Amine Kessassi. Dans une interview croisée pour Libération, Amine Kessassi et l'écrivain italien antimafia Roberto Saviano déplorent la solitude de leur action face au pouvoir économique extraordinaire des barons de la drogue. C'est la France qu'on teste, la République qu'on attaque, ont-ils ajouté. Tous deux évoquent non plus le narcotrafic, mais la narcocratie, une démocratie qui a en son sein le pouvoir économique du narcotrafic. Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont fait le déplacement à Marseille. Le ministre de l'Intérieur a évoqué un crime d'intimidation qui constitue un point de bascule. Le garde des Sceaux, de son côté, a évoqué une bataille très dure contre des narcotrafiquants qui génèrent entre 5 et 6 milliards d'euros. Emmanuel Macron avait organisé un sommet d'urgence mardi. Le chef de l'État avait appelé à amplifier la lutte contre le narcotrafic en adoptant la même approche que pour le terrorisme, a-t-il dit. Alors comment le narcotrafic est-il devenu une narcocratie en France? Comment lutter? Faut-il adopter la même approche que dans la lutte contre le terrorisme? On va poser ces questions à mes invités. Roselyne Febvre est avec nous ce soir. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Chef du service politique à France 24. Merci d'être là. Karine Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de la Loire-Atlantique du groupe socialiste, écologiste et républicain, membre de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et des mesures à prendre pour y remédier. Les conclusions ont été rendues en 2024. Et puis vous êtes également membre de la commission des affaires européennes. Bienvenue à vous. Paul Moreira est avec nous ce soir. Bonsoir. Journaliste, réalisateur, producteur pour Première Ligne. Votre documentaire Opioïdes, business et addiction, il est sorti il n'y a pas longtemps et il est disponible toujours sur la plateforme de France TV. Bienvenue à vous. Merci. Yann Biziou est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste des politiques publiques de drogue. Bienvenue. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je propose de faire un petit point en images sur l'enquête justement sur l'assassinat de Mehdi Kessassi. Amine O est-il le commanditaire d'un assassinat depuis sa prison? C'est la piste privilégiée par les policiers qui enquêtent sur le meurtre de Mehdi Kessassi, le frère du militant écologiste, très impliqué dans la lutte contre le trafic de drogue. Amine O, 31 ans, emprisonné depuis plusieurs années, est un narcotrafiquant réputé ultra-violent. L'un des chefs à Marseille de la DZ Mafia, le clan qui s'est imposé ces dernières années. En août dernier, il aurait lancé un contrat sur la tête de la famille Kessassi, notamment sur Amine, qui milite contre le trafic de drogue. Un contrat lancé derrière les barreaux et peut-être par téléphone depuis la petite prison de Bourg-en-Bresse. Ce syndicaliste n'est pas surpris. Est-ce qu'en le laissant à Bourg-en-Bresse, il était plus facile de le surveiller, de l'écouter? C'est peut-être la raison pour laquelle on l'a laissé dans un régime plus souple. Selon une source proche du dossier, juge et enquêteur avaient placé le narcotrafiquant sur écoute pour obtenir des informations. Amine O vient d'être transféré à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Son histoire avec la famille Kessassi remonterait à un premier assassinat, le meurtre du demi-frère d'Amine Kessassi, impliqué, lui, dans le trafic. Le ministre de l'Intérieur est arrivé ce matin à Marseille pour évoquer l'affaire avec les enquêteurs. Et on va écouter tout de suite Amine Kessassi, donc le grand frère de Mehdi. Moi, je ne peux pas me taire aujourd'hui. Je ne peux pas me taire pour plusieurs raisons, parce que mon petit frère est mort pour rien. Et ça, je n'arrêterai pas de le dire. Mehdi est mort pour rien. Pour rien. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe si j'ai écrit des livres ou pas, on ne devrait pas tuer mon petit frère comme ça et on ne devrait tuer aucun petit frère pour rien. À travers Mehdi, c'est tout le monde qu'on a voulu tuer. À travers Mehdi, on parle beaucoup, on est le pays qui parle le plus de la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression qu'on a voulu tuer. À travers Mehdi, c'est la République qu'on a voulu tester. À travers Mehdi, c'est la France qu'on a voulu abattre. Et donc aujourd'hui, on se doit pour Mehdi, pour les autres victimes et surtout pour Mehdi, on se doit de se lever. Karine Daniel, vous qui connaissez bien le dossier, il s'agit d'un crime d'intimidation, un crime d'avertissement, comme il le dit. Ben là, on a affaire à un nouvel événement qui passe un cran, effectivement, dans ce qu'on peut voir apparent sur ces enjeux du narcotrafic. Donc, effectivement, ça a été qualifié de point de bascule. Vous diriez que c'est un point de bascule? C'est un point de bascule. Et ce qui est
édifiant, et ce sur quoi la commission d'enquête et la loi contre le narcotrafic a essayé de lutter, c'est justement sur cet enjeu qui a été décrit de lutte contre le fait que l'on puisse commanditer du trafic ou commanditer des meurtres, alors même que l'on est en prison. Et ça, c'est évidemment provoquant, c'est choquant, et ça peut que alerter tous nos concitoyennes et nos concitoyens. Yann Biziou, vous êtes d'accord? Vous aussi, c'est bien un crime d'intimidation dont il s'agit. Vous parleriez d'un point de bascule? Non, moi je ne parlerai pas de point de bascule. Je pense que c'est malheureusement le prolongement d'un processus qui existe depuis plusieurs années et qui continue parce qu'il y a le drame de cet assassinat, et 2 jours après, c'est Grenoble avec un gamin de 12 ou 13 ans qui se prend des balles. On est là devant quelque chose qui nous choque, mais malheureusement, ça fait 30 ans, 40 ans. Je rappelle quand même l'affaire Orsoni dans les années 80, c'était à peu près la même chose. Ça n'a pas évolué depuis. Mais ça a évolué dans la violence. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est une augmentation des consommations et une augmentation massive du trafic, en particulier sur le trafic de cocaïne. Ça, c'est une évidence. Maintenant, malheureusement, les pratiques ultra-violentes de certains groupes, de certaines mafias, on les a vues dans d'autres domaines et on est incapable d'y faire face. Enfin, c'est tout. Je suis surpris, moi, des déclarations que j'entends aujourd'hui. Quand on me dit une guerre longue, enfin, la guerre a commencé il y a 50 ans. Et il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé depuis 50 ans. Depuis 1900, le premier, c'est Pierre Jox, 1989, qui annonce la lutte contre le blanchiment et qui lance la lutte contre le blanchiment. On est en 2025. Et à chaque fois, on nous annonce un nouvel outil, un nouvel acteur, donc le CNACO dans la loi narcotrafic, avec des moyens renforcés. On avait la même chose en 2020 avec l'OFAST et M. Castaner. On avait juste avant Nicolas Sarkozy qui avait fait une proposition en 2009. Donc, moi, j'entends toujours à chaque fois la même réponse. C'est la guerre est longue, on va avoir un service spécialisé avec des moyens d'exception et cette fois-ci, ça va marcher. Pour l'instant, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Paul Morera, vous avez enquêté sur les gangs au Mexique et au Brésil. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe en France? Donc là, Yann Biziou dit que ce n'est pas nouveau, mais enfin bon, on voit quand même qu'il y a une aggravation. Il y a des meurtres qui sont commis à Marseille de manière assez régulière. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces gangs, ce DZ Mafia dont on parle à Marseille, et les gangs au Mexique? Surtout au Brésil, en fait. Parce qu'au Mexique, il s'agit quasiment d'un contre-État. À Sinaloa, on peut dire que c'est le cartel qui contrôle l'État de Sinaloa. L'État représente plus grand-chose, en fait. En revanche, au Brésil, à Rio, Rio, les favelas, c'est comme une projection exagérée de ce qui est en train de se passer. C'est, disons, 40 ans de plus par rapport à ce qui est en train de se passer à Marseille. On a la même structure, c'est-à-dire en gros les favelas qui sont des quartiers où, il y a 2 siècles, les esclaves avaient bricolé quelques baraques pour subsister, puis c'était petit à petit organisé en contre-société, totalement abandonné par l'État, jusqu'à créer une économie parallèle qui est l'économie de la drogue, économie qui allait générer une structure para-étatique qui est en gros des gamins avec des tongs et des fusils d'assaut. Il fut un temps où cette société parallèle veillait à être juste, au sens où toute mafia, si elle veut subsister, doit générer des liens avec la population. Là, ce que la DZ Mafia a fait contre le frère de Amine, c'est quelque chose d'extraordinairement stupide d'un point de vue mafieux. C'est-à-dire, c'est tuer quelqu'un qui est quelqu'un du tissu social du quartier d'où tu viens. Et ça, c'est quelque chose que les mafias brésiliennes et même mexicaines ont du mal à faire, parce qu'ils veulent maintenir une sorte de... On vous offre une paix parallèle. Donc ils sont moins professionnels à Marseille C'est peut-être la preuve que c'est pas vraiment une mafia, mais une bande d'idiots meurtriers, assassins, quoi. Roselyne, à Marseille, Laurent Nunez et Gérald Darmanin donc, ont fait le déplacement. Aujourd'hui, il y a effectivement cette impuissance de l'État, mais eux disent l'inverse. On va écouter tout de suite Gérald Darmanin.
On est prêt évidemment à répondre à toutes vos questions sur une situation à Marseille, qui est une situation que nous connaissons aussi sur le reste du territoire national. D'abord parce que ce qui se passe au niveau de la DZ Mafia, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, touche au moins une dizaine d'autres départements, et notamment du sud de la France, mais aussi parce que nous avons d'autres réseaux criminels que nous combattons avec la plus grande force et qui, je l'espère, grâce aux moyens de la loi narcotrafic que nous venons de faire voter très largement à l'Assemblée et au Sénat, va permettre de répondre à une menace qui tue énormément et qui est au moins équivalente à celle, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, du terrorisme sur le territoire national. Il faut donc changer de braquet. C'est ce que nous avons souhaité avec cette loi narcotrafic et c'est ce que nous devons appliquer aujourd'hui avec les magistrats et les services enquêteurs. Cette loi narcotrafic, Roselyne, il a parlé d'une bataille très très dure contre les narcotrafiquants. Est-ce que effectivement l'État français agit comme il se doit? Cette présence d'ailleurs à Marseille, ça voulait dire tout de même présence là où il y a eu une vraie victime? Alors, c'est vrai que Marseille a connu des plans, des visites, 12 de Emmanuel Macron. 12 visites. 12 visites à Marseille. Il y a eu ce plan XXL Place Nette. Et aujourd'hui, dans le fond, ça donne un sentiment d'impuissance. Je dis bien, j'appuie bien sur le sentiment d'impuissance parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Mais il y a des manques de moyens, que ce soit policiers, magistrats. On voit que tout le tissu judiciaire, policier, etc., a peur aussi. Même les associations ont peur de parler, ont peur d'agir. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois comme ce point de bascule, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est que avant les gangs, les meurtres à Marseille, c'était entre bandes, entre gangs. Là, ce qui vient changer et ce qui vient mettre de la lumière sur la conscience de ce qui arrive, c'est que c'est quelqu'un, le petit frère de quelqu'un qui lutte contre le narcotrafic. Et c'est ça qui vient terriblement marquer les esprits, c'est que Amine Kessassi est devenu le symbole et on a le sentiment qu'il est seul contre tous en quelque sorte, ce qui n'est pas vrai. Oui, mais en tout cas, en tant que citoyen, oui, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules et il ne peut pas porter ça sur ses épaules. Et il le dit d'ailleurs, vous citiez cette interview passionnante de Roberto Saviano et qui dit d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il semble que la France soit en train de vivre l'une des pires périodes criminelles de son histoire. Oui, Karine Daniel, il dit aussi qu'on ne parle plus de narcotrafic, mais de narcocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le terme qu'utilise justement Roberto Saviano dans cette interview? Ce ne sont plus justement des gangs, ce n'est plus les gangs en Corse, mais il parle de narcocratie parce que ils disent, les organisations ont fourni du capital, même à la bourgeoisie française. Il y a un vrai pouvoir économique en fait en France, et donc c'est une narcocratie. Alors, ce que l'on a mesuré dans la commission d'enquête, c'est l'évolution. Alors, même si c'est toujours difficile à évaluer, mais en tous les cas, on a estimé l'évolution des capitaux et des flux financiers liés à ce narcotrafic. Alors, cette évolution, elle est très dynamique et exponentielle. Et c'est vrai que même si on met des moyens de l'État renforcés, ce renforcement reste toujours inférieur à la puissance de l'évolution des flux financiers qui sont générés par ce trafic. Et ça va avec la mondialisation des Alors, flux ça va financiers, avec la massification du marché, ça va avec la mondialisation du marché. Et ce qu'il faut mettre en parallèle de ça, c'est que avec ce volume d'argent, cette masse d'argent, la vie a de moins en moins de prix. Et le fait qu'on puisse tuer pour maintenir une place, pour maintenir son périmètre de marché, devient beaucoup plus courant et presque malheureusement anodin, ce qui est évidemment scandaleux. Donc on est dans ce moment-là où il faut avoir, et la loi narcotrafic, de par son périmètre, a agi sur les outils de l'État, sur les outils des politiques publiques qui sont à notre main. Aujourd'hui, il faut renforcer les coopérations internationales pour lutter contre la mondialisation et le périmètre de ces marchés au niveau européen et international. Et ensuite, il faut jouer sur les enjeux de consommation et faire passer d'une loi de répression à une loi de santé publique, parce qu'on est aujourd'hui dans une telle massification du trafic et de la consommation qu'il faut aussi prendre le sujet de ce côté-là.
Mes vrais ennemis se trouvent à Dubaï ou en Thaïlande. Ça, c'est ce qu'a dit aussi Amine Kessassi. Yann Biziou, peut-être que c'est un peu la différence entre aujourd'hui et il y a 40 ans. Il dit aussi « Je ne peux pas combattre seul un système ». Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur X, a annoncé d'ailleurs avoir demandé aux Émirats l'extradition d'une quinzaine de narcotrafiquants présumés particulièrement signalés, recherchés par la France. Donc Dubaï, Thaïlande, ce sont des réseaux mondiaux dont on parle là. Et ça va très vite puisque ce sont des flux financiers. C'est une des caractéristiques du trafic des stupéfiants depuis l'origine. Rappelez-vous de la French Connection dans les années 70. Et je ne doute pas d'ailleurs que la mesure soit efficace avec Dubaï. On va obtenir des interpellations, on va obtenir des saisies. La question, ce que disait la personne qui est intervenue juste avant moi, la question c'est voilà, excusez-moi. Et le rapport entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'est capable de faire le trafic. Et c'est vrai, si on n'est pas à un point de bascule pour moi, mais dans un processus long et continu, ce qui est vrai, c'est qu'on atteint des sommets. On a une consommation qui est à son maximum, on a un trafic qui est florissant, on a des prix qui sont très bas, on a une qualité qui est d'une pureté sans égale. Et ce que je constate, c'est que pour l'instant, la réponse publique, avec une surenchère d'interdits, de prohibitions, de moyens, elle n'a rien donné. Et quand on évoque la question de la prévention et de la santé publique, oui, ça me paraît un enjeu absolument essentiel. Et je rappelle que sur les saisies des drogues en France, il y a seulement 10% qui revient à la prévention. 90% va sur les douanes, la gendarmerie, la police, la justice. Ça, c'est une décision interministérielle. Ça se change en 10 minutes. Et on peut déjà décider qu'une part conséquente des revenus, des saisies du trafic, peut être consacrée à la prévention. On va revenir sur la prévention. Avant cela, on va regarder un extrait d'un reportage de France Télévisions qui a été tourné en Guyane. File d'attente obligatoire. À l'aéroport de Cayenne, impossible de prendre l'avion sans passer devant ces policiers. Bonjour. Alors, qui voyage? Donnez-moi les identités. La brigade recherche des personnes qui transportent de la cocaïne de Guyane jusque dans l'Hexagone. Ceux qu'ils appellent les mules. Pour les repérer, les policiers questionnent. Ils vont en Guyane ou en métropole? Vérifient les antécédents judiciaires de chaque passager. Toute personne qui part de Guyane à destination de Paris est dans notre tableau. Il y a des enquêtes, un approfondissement est fait en fait, voilà, en fonction de leur profil. Au moindre doute, les suspects sont menés dans ces préfabriqués à l'arrière de l'aéroport pour un interrogatoire poussé. Ce jeune homme sans emploi a déjà été condamné pour transport de cocaïne. L'enquêtrice tente de savoir pourquoi et avec quel argent il voyage. Montrez-moi le débit sur votre compte bancaire et la carte qui a servi au paiement, s'il vous plaît. Incapable de répondre, il est interdit de sortie du territoire. Vous êtes interdit de voyager pendant 5 jours? Madame, mon billet, je l'ai payé cher. Est-ce que vous allez signer l'arrêté que je vous remets? Moi, je ne modifie aucun billet, madame. J'ai rien sur moi, tu me dis. Tu viens d'être un film, moi. Sa colère n'y changera rien. Il ne prendra pas l'avion ce soir. Pour être transporté, la cocaïne est dissimulée sous toutes ses formes. De la cocaïne en poudre sous forme d'ovules, destinée à être ingérée, transportée à l'intérieur du corps d'une personne. Ici, c'est de la cocaïne en poudre qui a été compactée sous forme de perles. Là, c'est déclaré huile de coco. Donc, pareil, vous mettez la cocaïne dans l'huile de coco et donc après, vous faites évaporer l'huile de coco. 1 kilo ici, à peu près, on l'estime à 4 000, 4 500 €. En région parisienne, il est à 24 000 € à peu près. Incités par ces sommes, les candidats pour servir de mules sont nombreux, comme ici, à l'ouest de Cayenne. On vit la vie, c'est pas facile, mais on est là, toujours là. Chicago, c'est le surnom donné à ce quartier gangréné par le trafic de drogue. 70% des habitants y sont sans emploi. Parmi les jeunes que nous rencontrons, plusieurs avouent avoir servi de mule. Mais un seul accepte d'en parler devant notre caméra. Tout le monde est dans ça, qui est devenu banal. Williams a ingéré des centaines de boulettes de cocaïne et affirme avoir fait 5 allers-retours entre Cayenne et Paris.
Ah, j'ai déjà fait des 800 grammes dans le ventre. Hein. Pour 800 grammes, tu peux atteindre les 10 000 euros. Hein. Mais c'est pas de l'argent facile. On a différentes boulettes. Les boulettes de 8 qui sont là, ils sont gros comme ça. Moi, j'avais mal à la gorge. Mais vraiment des bonnes douleurs de gorge, hein, ça rigole pas. C'est limite comme si j'ai un tuyau qui est passé, qui m'a défoncé la gorge, madame. C'est comme ça. Hein. Et c'était un risque important à vie aussi. C'est pas un jeu, tu vois. Pour les mules arrêtées, les sanctions peuvent être sévères. 685 mules qui ont été arrêtées à l'aéroport de Cayenne, l'équivalent donc d'une tonne de cocaïne à destination de l'Hexagone. Paul Moreira, là, ça vous rappelle un peu le Brésil? Oui. Et là, alors pour le coup, le Mexique, puisque les Mexicains, les cartels de Sinaloa, tous les cartels sont ceux qui ont élaboré le plus de méthodes pour faire passer le fentanyl, principalement parce que maintenant ils ont arrêté quasiment la cocaïne et ils font passer du fentanyl, c'est-à-dire des opioïdes, de l'autre côté de la frontière. Mais il y a un truc que je voulais dire, parce qu'effectivement, pour lutter contre ce phénomène, il va falloir qu'il y ait des forces de l'ordre présentes dans les quartiers, parce que en fait, il y a un problème territorial. Et non seulement il va falloir des forces de l'ordre, mais il va falloir se reposer la question de l'abandon de ces quartiers. Moi, j'ai un ami personnel, un type qui s'appelle Didier Bonnet, qui pendant des années a fait exister une régie de quartier, qui est une entreprise qui servait à maintenir les cités à Labricarde et Castellane, qui sont les cités concernées par le trafic de la DZ Mafia. Et pendant des années, il s'est battu pour avoir des aides publiques pour faire exister sa boîte. Il faisait bosser 150 personnes. Je ne dis pas que c'est avec ça qu'on va lutter contre le trafic, parce que c'est pas en payant les gens au SMIC ou un peu plus qu'on va réussir à faire briller leur vie. Mais au moins, ça crée des passerelles entre la société du milieu et ces sociétés exclues. Et tant qu'on n'aura pas recréé ces passerelles-là, elles seront entre les mains de sociétés parallèles qui sont des sociétés mafieuses ou mafieusoïdes, quoi. Madame la sénatrice, la drogue est distribuée partout dans le monde à partir des ports français. En tout cas, c'est ce que dit Roberto Saviano dans Libération. Et on voit la facilité, puisque Cayenne, c'est la France, effectivement, pour ces mules, de faire passer la cocaïne dans l'Hexagone. Alors, Il devient un port pour l'ensemble de l'Europe, en fait, pour la cocaïne. C'est ce que dit Saviano. Effectivement, on a un enjeu spécifique sur les ports, sur les aéroports, avec un renforcement des équipements en scanner. Mais quand vous avez des scanners, et c'est vrai que c'est le cas maintenant de plus en plus dans les territoires d'outre-mer, départements d'outre-mer, il faut avoir les services de santé derrière pour traiter les gens qui ont ingéré des produits. Et c'est pas le cas. Et donc, il faut que le service de santé soit dimensionné à la hauteur du service de détection aux frontières. Donc on a un enjeu non seulement d'équipement des aéroports et des services qui sont derrière. Et ensuite, la question des ports, c'est vraiment une question stratégique. Et on parlait beaucoup de Rotterdam à une époque, et maintenant on parle des ports français. Voilà, Marseille. Quand on sécurise ou quand on améliore la visibilité et les interceptions sur un port, le trafic se déporte sur des ports qui sont moins surveillés et moins vus. Et quand on remet des moyens sur des ports secondaires, le trafic se passe en drop-off, c'est-à-dire qu'on lâche des produits en mer, qu'on se passe sur d'autres formes d'embarcation. Et donc, on voit que les trafiquants, ceux qui gèrent les flux, sont très agiles. Et on sait qu'à chaque fois qu'on met en place des dispositifs, il faut penser à l'effet de bord de ce dispositif et anticiper comment est-ce que les trafiquants, avec les moyens exceptionnels qu'ils ont à leur disposition, vont s'adapter. Et donc, il faut que les forces publiques et l'organisation publique aient toujours un coup d'avance par rapport à ce qui peut se passer, un coup d'anticipation. Et on sait que les prises de décision, les moyens qui sont à notre disposition ne sont pas forcément dans cette dynamique-là. Donc, il faut aussi qu'on change notre mode de raisonnement et notre mode d'action. C'est-à-dire être très agile. Plus mondial dans l'approche, il faut être très agile, il faut avoir des coopérations internationales renforcées parce que quand on a des trafics internationaux, il faut sécuriser et visibiliser le départ et l'arrivée. On renforce. Et le sujet de la corruption aussi des douaniers. Et alors voilà. Ce qu'on a mis aussi en avant dans la commission d'enquête, c'est avec ces moyens financiers très importants,
arrive la corruption facile, ce qu'on appelle la corruption classique, mais aussi ce qu'on appelle la corruption de basse intensité, qui fait qu'on peut corrompre à douaniers, différents niveaux, différents fonctionnaires, avec des sommes qui peuvent apparaître comme étant modiques pour le trafic, mais importantes par rapport au niveau de vie des gens qui vont être concernés. Et qui font partie du système, Roselyne Fèvre, justement, à différents niveaux. Sachant que sur la corruption passive, parfois, cette corruption passive, elle est subie parce que quand on exerce des pressions sur votre famille, sur vos proches, évidemment que lutter contre cette corruption à titre individuel, c'est évidemment très compliqué. C'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, Roselyne, il y a quelques jours lors de son sommet d'urgence. Alors, les consommateurs sont-ils complices ou victimes? Quelle est la responsabilité des consommateurs? Oui, ça rentre dans le débat. Il y a forcément. Alors là où le sujet est complexe, c'est que lorsque vous consommez de la drogue, vous devenez addict, donc c'est une maladie. Donc vous êtes traité comme un addict et c'est comme une maladie. Donc alors certains effectivement ont, on va dire, la drogue festive. C'est ce qu'a l'air de viser Emmanuel Macron. C'est une façon d'opposer. Et d'ailleurs, Amine Kessassi le dit dans l'interview à Libération. Il dit la société est sous cam. Oui, il dit la société est sous cam, et surtout on oppose les bourgeois des beaux quartiers parisiens ou ailleurs qui font des soirées festives et puis les banlieues. Mais en fait, la réalité, c'est que la drogue est absolument partout. Elle est dans les campagnes, elle est dans tous les milieux sociaux. Et ce n'est pas que la bourgeoisie, si c'était que de la bourgeoisie, mais c'est vrai que la bourgeoisie fait vivre aussi avec la cocaïne. Crée un lien particulier avec ce réseau, bien sûr. Yann Biziou. Pardon, je finis juste. Là où ça devient problématique, et là on revient, vous allez dire, on descend d'un cran. Mais par exemple, quand vous voyez que le cannabis est vendu, ou même les drogues de synthèse sont vendues à la sortie maintenant du collège par d'autres jeunes d'ailleurs, ça devient compliqué. Le cannabis, comme on dit, comme vous fumez un œuf, vous fumez un bœuf après. C'est-à-dire qu'il y a le côté escalatoire et donc le problème se crée déjà à la sortie des écoles. Yann Biziou, il y a une responsabilité des consommateurs, comme le sous-entend Emmanuel Macron. Il avait fait la même déclaration, je rappelle, le 2 septembre 2021, à Marseille déjà. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour une raison toute simple. Si vous avez un produit légal, le consommateur, il existe encore, et dans ce cas-là, il ne participe pas au trafic. Donc, ce qui fait qu'il y a une participation des consommateurs, c'est l'interdit. Après, ce qui est vrai, c'est que le consommateur va inciter à développer une offre, et donc on voit que l'augmentation de la consommation sur la cocaïne, par exemple, sur le cannabis beaucoup moins, on a une légère baisse. On va bien sûr inciter les trafiquants à faire une proposition et une offre. Mais à la rigueur, c'est peut-être Laurent Nunez qui était plus dans le vrai. Quand Laurent Nunez disait l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de consommateurs. Oui, mais excusez-moi, même dans le monde des bisounours, quand je vois la couleur des nuages et des arcs-en-ciel, je me dis qu'ils ne doivent pas être sobres. Alors après, on peut toujours dire oui, il ne faut pas de consommateurs. Bien sûr, ça veut dire de la prévention, et on ne fait rien. 2, ça veut dire de l'accompagnement, et ça veut dire aussi peut-être changer de modèle. Je soutiens, moi, le modèle de Québec, et je rappelle quand même à Québec... De légalisation du cannabis, donc, hein. Par l'État, sous le contrôle de l'État. La légalisation du cannabis à Québec, ça commence en novembre 2019. Aujourd'hui, 70% des produits vendus le sont par l'État. Le trafic représente moins de 5%. Et quand on me parle des enjeux économiques, il faut commencer par là. Il faut retirer aux trafiquants ce marché. Et il faut que l'État le récupère et le contrôle dessus. Et c'est possible, on est capable de faire ce qu'ont fait les Canadiens. Oui. Et quand on voit le résultat au bout de 5 ans,
comparer la situation en France 2019-2025, la situation à Québec 2019-2025, sur le cannabis, c'est très clair. Il y en a un qui a réussi à faire baisser le trafic, pas l'autre. Karine Daniel, vous êtes d'accord? Vous, je sais qu'à gauche, il y en a un certain nombre qui prônent la légalisation du cannabis. Est-ce que c'est la solution à ce qu'on décrit comme quelque chose de tentaculaire? Alors, c'est une idée qui est discutée et qui peut être avancée. Un acte anti-mafia très fort, a écrit Roberto Saviano. Le sujet, c'est que si on légalise le cannabis, ça réglera évidemment pas tous les problèmes. Il ne faut pas croire que c'est une solution miracle, puisque maintenant, les trafics et les vendeurs sont multiproduits et on a... Ils ne vendent pas que du cannabis. Voilà, oui. on aura sans doute un déport aussi sur des choses qui seront plus lucratives. Et aujourd'hui, ce qu'on voit augmenter beaucoup, c'est la cocaïne. Est-ce qu'on a une explication? Vous avez regardé en écrivant ce rapport, pourquoi la cocaïne explose aujourd'hui? C'était une drogue des années 80, la cocaïne. Alors maintenant, elle est différente. Alors, il y a une question de prix de marché. C'est-à-dire que la cocaïne est devenue très peu chère et donc se démocratise. Très peu chère parce que beaucoup produite, plus produite. Voilà, et puis ensuite, nous, ce qu'on regarde en termes prospectifs, c'est aussi le développement des drogues de synthèse, puisque ça va être très difficile de tracer des drogues qui peuvent arriver de manière décomposée et qu'on peut recomposer à peu près partout sur le territoire. Et ça devient un sujet en termes de traçabilité qui va être aussi compliqué à gérer. Paul Morat, sur cette explosion de la cocaïne, on en produit plus, donc il y a le Mexique, bien sûr, que vous connaissez bien, et pas seulement. Oui, alors effectivement, les prix ont un peu baissé, mais j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on vit dans des sociétés de plus en plus compétitives et que la cocaïne est venue se loger là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui travaillent avec de la cocaïne parce que c'est comme du super café, ça vous réveille et ça vous donne un grand coup de fouet. Et je voulais poursuivre ce que disait monsieur sur la question de la légalisation. À vrai dire, il n'y a pas que le Québec qui a légaliser ou dépénaliser. Le quart des États américains vous allez en Californie, par exemple, il y a des coffee shops avec, vous achetez la weed que vous voulez, machin. Il y a la Thaïlande, il y a l'Allemagne, le Portugal a dépénalisé toutes les drogues et a créé un réseau d'aide médicale et sociale pour accueillir les gens qui ont des problèmes. Les sociétés ne se sont pas écroulées. Et est-ce que ça a apporté une solution? Est-ce que ça a empêché l'explosion de la cocaïne? Il n'y a pas de solution miracle. On n'est que sur des petits bouts de trucs où on essaye et machin. Et moi, franchement, je serais bien en peine de dire ce qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut considérer qu'il y a un problème. Je le redis, c'est pas un problème de produit uniquement. C'est un problème de territoire abandonné. Voilà. Et que si on ne reprend pas ces territoires, et ça je l'ai vu au Brésil, je l'ai vu au Mexique, quand même, le cartel de Sinaloa, vous les rencontrer, vous dites, vous n'avez pas peur de la police? Ils disent, non, la police, elle est à nous. On n'a peur que d'un corps, c'est le corps de la marine. Et donc, il y a un moment où la question de la corruption dont on parle, ça devient de telle puissance financière que c'est vraiment des compétiteurs par rapport à l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que peut faire la puissance publique, justement? La puissance publique, moi je le redis, il y a une question... Donc il y a un parquet national anti-criminalité qui est organisé, mise en place des quartiers de prison sécurisés pour les narcotrafiquants, donc ça c'est la dernière... Alors ça, moi j'ai visité la prison de Vendin-le-Viel récemment. L'enjeu de ce type de prison de haute sécurité, c'est de limiter et de vraiment proscrire le fait que depuis sa prison, on puisse commander des meurtres, on puisse continuer à faire du trafic. Donc, on rend les prisons beaucoup plus hermétiques pour qu'on ne puisse pas, en théorie, avoir de téléphone, pas de réseau, et qu'on limite les interactions entre les prisonniers eux-mêmes pour créer de nouveaux réseaux. C'est extrêmement cher. On a Vendin-le-Viel, on a maintenant Condé-sur-Sarthe. Moi, je pose la question du flux des prisonniers, parce que là, on a 100 narcotrafiquants à Vendin-le-Viel. Le trafic ne s'arrête pas, donc potentiellement, on aurait de nouveaux entrants dans cette prison. Comment est-ce qu'on gère les flux de ceux qui sortent? Et là, on a un vrai sujet de moyens à mettre si c'est le modèle qui est choisi collectivement. Et on voit que là, on aura aussi une limite en termes de moyens pour anéantir les interactions avec l'extérieur
sur ce volet-là. L'association de police judiciaire, elle demande une direction générale de la police judiciaire forte, rassemblée et connectée à l'image de la DGSI. Ça aussi, ça fait partie des discussions. Qu'on améliore la fluidité entre les services de l'État pour lutter de manière mieux coordonnée, ça c'est une évidence. Et ça, on l'a bien vu dans la commission d'enquête. Maintenant, je le redis, au-delà de l'amélioration de la fluidité entre nos services, il faut mieux coordonner cette activité avec les services à l'extérieur et à l'international pour gérer ce marché qui est à cette échelle. Et avec un régime de sanctions à l'échelle de l'Union européenne. Bien sûr. C'est ce que un certain nombre de politiques proposent aujourd'hui. Une politique de santé publique, Roselyne Febvre, devrait accompagner. Est-ce que finalement elle existe en France véritablement, cette politique de santé publique? Non, bien sûr que non. Déjà, votre invité en visio disait la prévention, le sujet de la prévention est extrêmement important. On a vu que Bruno Retailleau avait fait un clip il y a quelques mois sur les consommateurs. Bon, ça n'a pas, j'ai pas le sentiment que ça a frappé les esprits. Alors, on se souvient dans les années 90, il y avait le policier et le médecin qui allaient avec leur petite mallette dans les écoles et faire pampan-cucu aux élèves en leur disant fumer c'est pas bien, se droguer c'est pas beau. Mais voilà, ça n'a absolument rien donné. Donc il faut ça ne marche plus aujourd'hui. Non, ça ne marche plus. Des jeunes dans donc les écoles. Soit il faut effectivement que ce soit des jeunes qui peut-être ont été pris à un moment dans la drogue qui puissent parler aux autres jeunes en disant voilà comment ça a détricoté ma vie, comment ça a bousillé ma vie. Parce que la drogue, dans le fond, elle vient toucher à tous les pans de la société. La violence, bien évidemment, la déscolarisation, la santé mentale. Quand on voit les hôpitaux psychiatriques, c'est juste à hurler. Et donc aujourd'hui, il y a peu parce que c'est quand même l'effet domino, la drogue, et on voit aujourd'hui à quel point on est démuni à tous les niveaux. Je vois par exemple les échanges que l'on a sur le développement ou pas des salles de shoot. En fait, il faut quand même qu'à un moment, on ait accès aux consommateurs et singulièrement à ceux dont on pense qu'ils souhaitent et qu'ils veulent s'en sortir et que l'on peut aider. Donc il y a cette question du développement des salles de shoot qui permettent quand même de canaliser et d'avoir une visibilité sur ces consommateurs. Et puis deuxièmement, en termes de santé, il faut que l'on remette des médecins dans tous les territoires. La question des déserts médicaux est dévastatrice sur ces enjeux de prévention, avec une défaillance encore plus importante sur la présence des addictologues. Est-ce que c'est une spécialité qui est reconnue? Est-ce que c'est une spécialité que l'on développe? Et ça me paraît très très important, y compris dans les CHU aujourd'hui. On voit que ce sont des secteurs qui ne sont pas priorisés. Donc c'est un vrai sujet en termes de développement de soins et aussi en termes de recherche. Yann Bizio, vous auriez un pays que vous montrerez en exemple sur la santé publique, justement, ou sur l'addictologie, parce que vous parliez du Québec pour la légalisation du cannabis, mais en termes de santé publique? Eh ben, je reprendrai le même exemple, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'exemples de légalisation. La particularité de Québec, en fait, si vous voulez, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas légaliser. La légalisation leur a été imposée et ils ont eu une approche justement sanitaire. Le résultat, l'argent du cannabis, il sert à quoi? Il sert à faire de la prévention. Ils ont multiplié par 10 dès la première année le budget de la prévention. Ils font des actions très pointues, très précises. Ils vont par exemple récupérer, puisqu'ils ont les coordonnées des consommateurs, ils vont les appeler, ils vont faire du phoning et ils vont leur parler des risques au volant. Et donc on téléphone au consommateur et on lui dit voilà, vous avez acheté il y a peu de temps du cannabis, on a des nouvelles études sur le cannabis au volant, est-ce que vous auriez 5 minutes pour qu'on en parle? Et on fait de la prévention très détaillée. Sur votre plateau, on le disait, le clip là, de Retailleau, je l'ai testé, je l'ai montré à mes étudiants. Et je me doute que dans mes étudiants, il y en a qui consomment et il y en a qui ne consomment pas. Et ce qui était impressionnant, c'est que ceux qui consommaient n'étaient pas du tout, ou dont on se doute qu'ils consomment, disons, n'étaient pas du tout réceptifs à ce clip, ça je m'y attendais. Mais ce qui était beaucoup plus surprenant, c'est que ceux qui ne consommaient manifestement pas et ne connaissaient rien aux stupéfiants n'ont rien compris à ce clip. Donc cette prévention générale ou ces clips généraux, ça ne fonctionne pas. Pour faire de la prévention, il faut des moyens. Il y a des moyens qu'on peut dégager tout de suite. Et j'y reviens. Lesquels? Le
fonds de concours drogue. Le fonds de concours drogue, c'est hors budget. C'est une somme d'argent importante. Ce sont les saisies qui sont faites sur les trafiquants. Il y a 10% seulement qui va à la prévention. C'est une décision interministérielle de 2007. On peut la changer demain. Paul Moreira, un mot de conclusion. Souvent, il faut remarteler, réinvestissons les territoires. Moi, j'ai parlé une fois avec le maire de Sevran. Énorme problème, la drogue à Sevran. Et il me dit, en off, il me dit, mais moi, si j'ai un quart de CRS devant même ma tour problématique, je n'ai plus de problème. Donc là, c'est la sécurité, là, ce dont vous parlez, la police. En fait, c'est deux jambes. C'est-à-dire, il faut la sécurité, il faut investir les deux, et il faut refaire du tissu économique, du tissu social. Il faut permettre qu'une alternative puisse exister. Ça paraît être du bon sens, ça paraît être des méthodes qu'on... Oui, mais la peur du policier, aujourd'hui, elle ne marche pas du tout à Marseille, par exemple. Il n'y en a plus. Donc, voyons voir. Est-ce qu'ils ont envie d'un échange de feu avec la police, les gars de la DZ Mafia? Pas sûr, parce que c'est du sérieux quand même. Madame la sénatrice. Moi, d'abord, j'aimerais dire que la situation et le cas Kessassi doit tous nous interroger sur la prise en compte et la solidarité qu'il doit y avoir autour de cette affaire. Il y a une marche blanche qui est organisée samedi. Il y a une marche blanche, il y en aura dans beaucoup de villes. Il y en a une à Marseille, il y en aura une à Nantes, moi j'y serai. Et cette solitude, elle est plus entendable dans un mouvement de massification tel qu'on l'a. Donc, Benoît Payan, le maire de Marseille, a eu raison de dire il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet. Ça ne doit pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou pour les politiques. Il faut se mobiliser collectivement. Il faut se mobiliser collectivement parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont concernées par des détresses de consommateurs et qui se sentent aussi esseulées. Et ça, on ne peut plus l'accepter dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Karine Daniel, Paul Moreira, merci Roselyne Fèvre, merci à vous Yann Biziou, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.